Attaque sans plus tarder avec Thierry Verdel, qui n'est sans doute pas nécessaire de présenter davantage. Merci. Par contre, je ne sais pas si tout le monde te connaît. Toi, tu es Nicolas. Si, je me suis présenté. Je suis Nicolas Eckart, donc d'Urstea à Grenoble. Merci. Bonsoir à tous. Alors moi, je me suis assis parce que je vais faire une présentation en utilisant Mathematica, donc je vais en même temps vous exposer le problème. Je vais faire les calculs en direct devant vous. Alors en faisant ça, je prends des risques parce que ça m'est arrivé que ça plante de temps en temps. Je vais juste lancer le calcul ici. Voilà, ça marche. Donc c'est un travail que j'ai fait en collaboration avec un étudiant en 3e année à l'école des mines de Nancy qui maintenant travaille dans un bureau d'études en environnement qui s'appelle Ameten et qui est basé à Grenoble. Donc on va parler de fontis. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un fontis. Et puis d'une question qui nous a été posée, en fait, c'est de déterminer quelle est la probabilité d'occurrence, ou plutôt quelle est la probabilité qu'un fontis survenant dans une zone impacte un bâtiment quand on ne connaît pas grand-chose sur cette zone. Donc je vais vous expliquer un peu comment on a essayé d'aborder ce problème. Alors un fontis, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à ça par exemple. Là c'est un fontis en ville, c'est-à-dire un trou qui va se former en général à l'aplomb d'une cavité souterraine qui peut être une carrière ou une mine, et éventuellement un tunnel. Et donc il va avoir une forme en général en surface cylindrique et qui peut entraîner des dommages en surface si ce trou se forme bien sûr en dessous d'une habitation par exemple. Alors une question qu'on nous pose, par exemple sur une zone comme celle-ci, voilà, on a déterminé une carte d'aléa, c'est la zone orangée, et des enjeux qui sont en vert clair. Sur l'aléa, on ne sait pas grand-chose, c'est-à-dire qu'on n'a aucun plan qui nous détermine, qui nous détaille où se trouvent les galeries souterraines, donc c'est une ancienne carrière ou une ancienne activité minière. On ne sait pas où se trouvent les galeries, on a juste l'emprise en gros de la mine sous forme orangée, et on voudrait savoir quelle est la probabilité qu'un fontis survienne dans cette zone, et si un fontis survient dans cette zone, quelle est la probabilité qu'il rencontre un des bâtiments verts. Donc, on doit répondre à cette question. Plus précisément, quelle est la probabilité annuelle qu'un fontis impacte au moins une habitation? Vous savez que parler de probabilité d'occurrence est une question difficile, plus particulièrement dans ce domaine. Et pour répondre à cette question, donc, on doit combiner plusieurs probabilités. La probabilité spatiale qu'un fontis d'un rayon donné impacte une habitation, c'est-à-dire si on connaît à l'avance le rayon qu'aura le fontis, eh bien on peut assez facilement, enfin c'est ce sur quoi je vais insister, déterminer la probabilité que ce fontis rencontre une habitation. Mais ensuite, il faut intégrer la distribution de probabilité des rayons possibles de fontis, parce qu'on ne sait pas à l'avance quel va être le rayon de fontis. Et puis ensuite, intégrer également le processus d'occurrence des fontis dans le temps, qui est plus ou moins important selon les zones dans lesquelles on se trouve. Alors, vous voyez l'image qu'on avait précédemment, là, je l'ai vectorisée, et je l'ai colorisée de telle sorte que la zone d'aléa est en rouge et les enjeux sont en vert. Je vais évaluer cette instruction. Alors, première chose qu'on peut faire, donc, si je ne me trompe pas, voilà, cette image, ce polygone s'appelle DES. Je vais déjà regarder dans ce dessin, je vais définir ce qu'on appelle la zone d'aléa, que j'ai noté hasard. Donc, en extrayant dans l'image, ici, l'objet rouge, qui est un polygone, en fait. Et les maisons, je vais les extraire ici, en extrayant dans l'image les objets qui sont verts. Et vous voyez, il y a un certain nombre de polygones qui représentent les différentes maisons. Alors, une première façon de procéder à cette évaluation, c'est de simuler des fontis. On va simuler des fontis qui tombent dans la zone rouge, et on va regarder parmi ceux qui tombent dans la zone rouge, combien peuvent tomber dans les zones vertes. Donc, je vais définir d'abord la limite de la région. Et puis, je vais faire un tirage au hasard de points. Vous voyez, j'ai tiré 20 000 points ici, dans la zone d'aléa. Et je vais pouvoir regarder dans cette zone d'aléa combien de ces points sont dans une zone de maison. Donc, j'évalue cette instruction-là. Et je vois donc, j'identifie les points verts ici, qui appartiennent donc à une zone de maison. Et donc, pour connaître la probabilité qu'un fontis tombant dans la zone d'aléa rencontre une maison, il suffit que je compte combien de fois, parmi les points bleus, combien sont verts, en fait. Parmi les points qui étaient bleus au départ, combien sont maintenant verts. Donc je vais compter ici les points verts et ici les points bleus, donc les points liés à l'aléa et les points liés aux habitations. Je fais le rapport des deux et j'obtiens ici en rapport des deux, donc 9%, une probabilité de 9% dans cette géométrie-là. Donc 9% des points simulés au départ sont verts,
tombe sur la surface d'une maison. Alors, on voit que finalement, faire ce calcul par tirage au hasard, par simulation, finalement, ça revient à calculer le rapport entre la surface des polygones verts et la surface bleue. Ce que je peux obtenir, évidemment, ici facilement. Et j'obtiens à peu près la même grandeur ici, donc en faisant ce rapport. Alors, sauf qu'en faisant ça, j'ai fait l'hypothèse que mes fontis avaient un rayon nul, puisque en fait, j'ai simulé des points, des positions x, y, et j'ai regardé si cette position était dans la maison ou en dehors de la maison. Mais les fontis, ce n'est pas des objets ponctuels, ce sont des objets cylindriques. Donc quand un fontis tombe à proximité d'une maison, comme ici, enfin quand une position tombe à proximité d'une maison, dans le calcul précédent, elle est considérée comme un fontis qui n'impacte pas une maison, alors que s'il a un rayon R qui n'est pas nul, il peut impacter une maison comme on le voit ici. Alors pour traiter cette question, l'idée ça va être quoi? Ça va être de remplacer en fait chaque polygone de maison par une surface un peu plus grande, qui a un certain rayon R, pour un rayon R donné, et regarder si le point tombe à l'intérieur de cette zone. Ou autrement dit, calculer le rapport entre les surfaces des enjeux agrandis, telles qu'on l'a représenté ici à droite, agrandis d'un rayon R, donc cette surface-là rapportée à la surface des aléas. Alors l'idée pour faire ça facilement, c'est de passer par un traitement d'image, parce que si on transforme les polygones en objets qui ne sont plus des polygones, qui sont un peu plus compliqués, ça devient assez lourd. Donc l'idée qu'on a eue ici, c'est de remplacer en fait chaque limite, donc d'agrandir chaque rayon d'enjeu en rajoutant des disques en fait tout autour de chaque polygone d'enjeu, de telle sorte qu'on fabrique ici une zone d'une même couleur verte qui correspond donc à chaque enjeu agrandi d'un certain rayon. Donc ça va se faire par deux fonctions ici que je représente ici. Vous voyez, les programmes sont assez courts. D'abord une fonction qui, pour un segment donné, on va fabriquer une série de disques qui joignent les deux points du segment, comme ici. Et puis je vais utiliser cette fonction pour faire la même chose avec des polygones. Donc là, je prends un exemple d'une des maisons. Je la transforme en polygone agrandi d'un rayon 2. Voilà, ça me fait ça. Donc la maison au départ, elle a la forme géométrique aiguë comme ça, et ensuite elle est agrandie d'un rayon R. Alors je vais afficher à nouveau tout ça, mais dans une seule et même couleur. Et pour un rayon R, je vais faire ça pour l'ensemble de mes maisons. Donc ici pour un rayon de 1, et je vais peut-être le faire pour un rayon de 10, on verra peut-être mieux. Vous voyez, les zones sont un peu agrandies. Et donc pour un rayon donné, je dois maintenant calculer le rapport des surfaces des zones vertes sur les zones rouges. Alors, ce que je vais faire ici, en calculant donc en une seule opération les différentes géométries obtenues pour différents rayons ici qui vont de 1 à 20. Et je vais animer ça pour qu'on voit. Donc, vous voyez, je peux donc pour n'importe quel rayon obtenir cette image, et il me reste donc à calculer pour n'importe laquelle de ces images le rapport entre la surface verte et la surface rouge ou rosée. Alors, vous voyez notamment sur cette image qu'il y a des parties vert clair. Les parties vert clair, ce sont des parties qui ne doivent pas être prises en compte parce qu'elles ne sont pas dans la zone d'aléa. Donc, pour certains enjeux qui sont situés à la limite entre la zone d'aléa et la zone d'enjeu, il ne faut pas prendre en compte la surface qui est à l'extérieur de la zone d'aléa. Donc, c'est un petit peu plus compliqué qu'on pouvait imaginer au départ. Alors, le principe pour faire ça, d'abord, sur cette image, par exemple ici, je vous montre simplement qu'on a 2292 disques. L'idée pour moi, ça va être de faire un traitement d'image. C'est-à-dire, je vais transformer cette image constituée de plusieurs polygones ou de plusieurs objets vectoriels, je vais la transformer en image bitmap. C'est ce que je fais ici. Et je vais regarder comment est structurée cette image. Et quand je regarde le contenu maintenant de cette image rastérisée, qu'est-ce que je vois? Eh bien, j'ai ici, par exemple, 1 153 000 pixels qui sont blancs. Ensuite, là, j'ai 264 000 pixels qui ont Alors, la première valeur, c'est le niveau de rouge, le niveau de vert, le niveau de bleu. Et puis ensuite, c'est l'opacité. Et j'ai joué justement sur l'opacité pour distinguer la partie des aléas, des enjeux qui sont en dehors de la zone, qui sont vert intensif, vert intense, et puis ceux qui sont dans la zone d'aléa, qui sont vert foncé, parce qu'elles ont une certaine opacité. Donc pour calculer maintenant les rapports de surface que je dois faire, je vais simplement compter le nombre de pixels qui sont vert foncé, c'est-à-dire qui sont dans la zone d'aléa et qui correspondent aux enjeux, et je vais rapporter ça à la surface orangée au départ. Je vais dépasser un tout petit peu.
Donc là, j'ai compté le nombre de pixels rouges. Il y en a plusieurs à différents endroits. Il y a des petits défauts. Dans les limites, il y a des petits dégradés de rouge qui arrivent. Le nombre de pixels rouges. Et je vais pouvoir, donc, au total, compter le nombre de pixels verts et là, faire le rapport. Et je vais retrouver la proportion ici pour cette dimension-là la probabilité, finalement, d'impact qui est de 26% dans cet exemple. Alors tout ça peut être assemblé en un seul programme. Vous voyez, tout ce que j'ai fait avant, et il est ici dans cette page. Et je vais le mettre en œuvre à nouveau sur l'ensemble. Donc là, en plus, le calcul est parallélisé. Donc Mathematica va lancer les 4 noyaux disponibles sur la machine. Ça va prendre 20 secondes, donc je vais dépasser un tout petit peu. Vous voyez, en bas, ici, on voit les 4 noyaux de Mathematica qui ont été lancés. Ça prend une trentaine de secondes. Il y a encore de calcul encore. Donc je simule différents rayons. Je calcule les rapports le nombre de pixels pour chacun de ces rayons. Et je vais pouvoir donc construire un modèle mathématique qui va me permettre de déterminer la probabilité, ici à gauche, spatiale d'impact d'un dommage en fonction du rayon choisi. À partir de là, alors j'aurais pu le faire sur un autre exemple un peu plus compliqué, mais j'ai déjà dépassé mon temps. À partir de là, donc maintenant j'ai la probabilité spatiale en fonction du rayon. Maintenant, il faut connaître la loi des rayons. Alors là, j'ai une liste de valeurs de rayons qui sont issues de cas historiques. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Si on dessine leur histogramme, on a quelque chose comme ça. On peut essayer d'ajuster cette distribution à une loi de probabilité. Donc là, je lui ai demandé 3. La première, la plus naturelle, dans ce cas-là, c'est la loi log normale. Je vais utiliser cette loi-là. Je vais représenter cette loi, la densité de probabilité de cette loi avec l'histogramme. C'est pas trop mal. Et je vais maintenant donc combiner la probabilité que j'ai calculée précédemment, qui dépend donc du rayon, avec la probabilité de chacune des valeurs des rayons disponibles que j'ai obtenues par régression précédemment. Et je vais avoir donc une probabilité. Je fais varier le rayon de 0 à l'infini. Et j'arrive donc pour la zone donnée, en intégrant tous les rayons possibles de survenance et en intégrant donc la distribution de ces rayons, à une probabilité d'impact d'un bâtiment qui est de 11% ici. Alors, je vais aller très vite pour la suite. La suite, c'est l'intégration de la probabilité temporelle, donc du processus de Poisson d'occurrence des fontis. Donc là, je vais utiliser une loi de Poisson, enfin un processus de Poisson plus exactement. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, juste vous montrer. Donc ça me permet d'accéder à la probabilité qu'un fontis survienne dans le temps, cette année, disons. Et donc si je repars de ma probabilité précédente, et que donc je cherche à calculer la probabilité qu'il y ait n fontis qui surviennent sur une période donnée, c'est cette formule qui me la donne. Ensuite, n fontis survenant dans la zone, quelle est la probabilité que k fontis impacte les bâtiments? Là, j'ai recours à une loi binomiale, c'est la loi binomiale qui me le dit, moyennant une hypothèse simplificatrice. En toute logique, on devrait utiliser une loi hypergéométrique, mais on peut utiliser en première approximation une loi binomiale. Donc, survenant n fontis dans la zone, quelle est la probabilité que l'un des fontis impacte la zone? C'est cette probabilité qui est donnée ici. Et ensuite, il faut que j'intègre la probabilité de n, c'est-à-dire il peut y avoir 1 fontis, 0 fontis, 1 fontis, 2 fontis, 10 fontis. Cette année, je ne sais pas. Ça, c'est le processus de Poisson qui me le dit. Et je peux l'intégrer ici par le théorème des probabilités totales en intégrant toutes les valeurs possibles de n. Et donc, au final, j'arrive à cette expression qui me permet de calculer la probabilité annuelle d'impact d'un fontis dans la zone que j'ai considérée précédemment, qui est de 1%, quand je considère comme paramètre du processus de Poisson le paramètre 0,1, c'est-à-dire en moyenne un fontis chaque 10 années dans la zone considérée. Ce qui est une hypothèse vraisemblable. Sur l'échelle nationale, c'est à peu près en moyenne un fontis par an. Donc sur une zone très réduite, un chaque 10 ans, c'est même certainement exagéré. Je peux calculer la probabilité d'avoir exactement 2 fontis. 2 fontis qui impactent des bâtiments, donc 2 dommages, si vous voulez, ou bien la probabilité qu'il y en ait au moins un en faisant ce genre de calcul. Voilà, j'ai dépassé un peu mon temps, mais j'ai pu aller jusqu'au bout de la présentation. Merci.